Bon, aujourd'hui, pour votre cours de microbiologie et immunologie en soins infirmiers, on va parler du système immunitaire. On ne parlera pas du système immunitaire dans son entier aujourd'hui. On va se concentrer sur la réponse immunitaire innée. Donc, on va voir quelles sont ses principales composantes, comment ça fonctionne un petit peu. Puis, on va quand même prendre quelques instants là, au début pour distinguer c'est quoi l'immunité innée de ce qu'est l'immunité acquise. Donc, pour commencer, comment on se protège, ok, de ce qui nous menace, donc des micro-organismes et même parfois de certaines cellules tumorales. Donc, on a un système immunitaire qui nous aide, mais il y a toutes sortes de structures aussi présentes dans notre corps qui aident à lutter contre les micro-organismes. Certaines de ces structures-là ou cellules-là ne sont pas partie intégrante du système immunitaire. Ok? Je vais les expliquer au fur et à mesure. Donc, si on commence par exemple par la résistance non spécifique, okay, ce qu'on appelle l'immunité innée. D'ailleurs, innée, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on est né avec. Okay? Elle ne va pas changer, elle est là pour rester. Tandis que dans un cours futur, on va parler de la résistance spécifique ou de l'immunité acquise ou adaptative. Donc, c'est une immunité que l'on développe avec le temps, donc en fonction de ce qui nous infecte. Donc, si je commence par la résistance non spécifique, il y a deux lignes de défense. Okay? La première ligne de défense est principalement composée de structures anatomiques physiques, okay, qui nous protègent des micro-organismes. Si je prends un premier exemple, la peau. Okay? Une peau saine, donc pas craquée, en santé, est déjà une très bonne protection contre les micro-organismes. Okay? Si vous avez une peau saine et en santé, les bactéries, les mycètes et tout ça vont avoir beaucoup plus de difficultés à vous infecter. Tandis que si vous avez une blessure, une coupure, ben c'est par là que le micro-organisme va pouvoir entrer. Si vous voulez avoir un exemple un petit peu plus marquant, pensez à des personnes qui sont brûlées, okay? Les grands brûlés, une grande partie de leur corps ou de leur peau, je devrais dire, qui est atteinte. Donc, ces personnes-là sont extrêmement vulnérables aux infections parce qu'ils n'ont plus cette couche kératinisée-là de peau qui les protège. Même principe pour les muqueuses. Donc vos muqueuses buccales, digestives, respiratoires, okay, si elles sont en santé, ça va déjà être un environnement qui va être moins invitant pour les micro-organismes. Ensuite, il y a des facteurs mécaniques, chimiques et cellulaires. Mécaniques, on pourrait simplement penser à la miction, donc le fait d'uriner. Okay? Le jet d'urine qui passe par l'urètre va éliminer une certaine quantité de micro-organismes qui pourraient s'y retrouver. Pensez aussi quand on tousse. Okay? Il y a des cils dans vos voies respiratoires. Donc, ces petits cils-là vibrent et repoussent poussière, micro-organismes vers l'extérieur. Donc, ça aussi, c'est physique. Ensuite, dans la première ligne de défense, donc, il y a l'effet barrière de la microflore bactérienne. Donc, si on a une microflore en santé, ces micro-organismes-là nous protègent de micro-organismes pathogènes. Donc, ce sont de bons alliés quand ce sont des bonnes bactéries. Si j'arrive dans la deuxième ligne de défense, okay, donc on est toujours dans la réponse immunitaire innée, là, on est vraiment dans des composantes du système immunitaire. Mais ces composantes-là, okay, sont non spécifiques. Donc, peu importe ce qui entre en vous, okay, une bactérie, un virus, des fois juste un allergène, okay, pensez à du pollen ou quoi que ce soit, ben, les cellules, les composantes qui sont là vont toujours réagir de la même façon et à la même vitesse. D'accord? Donc, on parle entre autres de la phagocytose. Phagocytose, c'est quoi? Ben, c'est une cellule, on va dire, qui voit quelque chose, puis qui vient le manger. Donc, ça, c'est la phagocytose. Donc, on pense aux macrophages, aux neutrophiles, entre autres, qui ont cette capacité-là, les cellules dendritiques aussi. Il y a aussi tout le processus inflammatoire, okay, qui fait partie de la deuxième ligne de défense. On va en parler plus en détail dans quelques instants. La fièvre aussi. Okay? La fièvre, c'est pas quelque chose à la base qui est mauvais pour nous. Okay? Souvent, on voit la fièvre comme étant quelque chose de négatif. Telle personne fait de la fièvre, un patient fait de la fièvre. La fièvre, c'est un signe que votre système immunitaire combat quelque chose. Okay? Souvent, la fièvre qui est induite par votre propre corps permet d'augmenter la température corporelle pour limiter le développement des bactéries.
C'est sûr que si on parle d'un enfant relativement jeune, d'un bébé naissant, avoir de la fièvre, il faut le contrôler. Parce que des températures trop élevées sur une trop longue période, ben, vos cellules à vous aussi, ou les cellules de l'enfant, en tout cas de la personne qui souffre de fièvre, ça peut être dangereux. Donc c'est sûr que, ne serait-ce que par confort, on va vouloir diminuer la fièvre de la personne, mais c'est somme toute un procédé qui est naturel. Il y a aussi certaines substances antimicrobiennes que l'on produit. Pensons par exemple aux lysozymes présentes dans vos larmes, dans votre salive. Ce sont des protéines qui ont la capacité de briser, de détruire entre autres le peptidoglycane retrouvé sur des bactéries. Donc par exemple, sur mes mains, j'ai sûrement des bactéries gram+, okay? Peut-être des staph, des strep. Puis si je me frotte les yeux, puis que j'en dépose une certaine quantité, ben, je ne vais pas avoir une conjonctivite automatiquement, du moins j'espère. Okay? J'ai des lysozymes dans mes larmes et ces protéines-là devraient pouvoir couper, briser le peptidoglycane et rendre les bactéries inefficaces. Ensuite, le complément, ça le complément, on va en parler dans quelques instants, mais en gros, c'est on va dire une collection de protéines présentes dans votre sang, et quand ces protéines-là s'assemblent, un peu comme des blocs Lego le feraient, elles vont avoir un effet, ces protéines-là, assez important sur, disons, les bactéries. Donc, des bactéries pathogènes qui entrent dans votre corps, qui entrent dans votre sang, quoi que ce soit, mais le complément va être là vraiment pour les détruire. Ensuite, l'interféron. L'interféron, c'est une molécule, okay? Encore une fois, c'est une protéine, qui est sécrétée par votre système immunitaire ou par des cellules infectées lorsqu'il y a infection, surtout par des virus. Donc, les virus vont entraîner une sécrétion accrue d'interféron chez les patients. Et l'interféron, ce qu'il fait, c'est qu'il indique au système immunitaire et aux cellules dans un environnement où il y a des virus qu'elles doivent se défendre contre ce virus-là. Okay? Donc, ça va être des molécules qui sont très, très, très importantes dans la lutte contre les virus, à un point tel que l'être humain a décidé d'en produire et de le purifier. Et on peut maintenant en administrer à des patients qui ont de la difficulté à lutter contre une infection virale. Donc, par exemple, si une dame ou un homme, peu importe, une personne a une infection, par exemple, à l'hépatite C, suite à une transfusion sanguine là, qui a mal été ou quoi que ce soit, mais on pourrait lui administrer de l'interféron pour l'aider, okay, pour aider à stimuler son système immunitaire pour qu'il aille attaquer les virus qui infectent cette personne-là. La troisième ligne, j'en glisse un mot vite vite, mais ça ne sera pas l'objet du cours aujourd'hui. Donc ça, c'est la réponse spécifique, c'est la réponse immunitaire acquise. Donc dans ce cas-ci, on va parler de réponse humorale. La réponse humorale, ça veut dire des protéines qui sont sécrétées dans le sang, dans le sérum. On pense entre autres aux lymphocytes B qui ont la capacité de produire des anticorps. Donc ces anticorps-là vont être spécifiques, donc ce sera dans la réponse acquise. Même principe pour les cellules T. Il y en a 3 grandes catégories de lymphocytes T. Les lymphocytes T CD4, qui sont des cellules qui sonnent l'alarme. Les cellules T CD8, qui sont des cellules T cytotoxiques, donc c'est des cellules tueuses. Et il y a des LT ou lymphocytes T suppresseurs qui, eux, sont là pour calmer la réponse immunitaire. Mais ce sera dans un prochain cours que l'on en parlera plus en détail. Donc, encore pour résumer, là, donc l'immunité innée, okay, naturelle, donc c'est les premières lignes de défense, les 2 premières lignes de défense, elle est non spécifique. Les cellules impliquées dans cette immunité-là ne sont pas des cellules mémoire. Donc, un macrophage, par exemple, qui mange une bactérie, ne va pas se rappeler de cette même bactérie-là si elle vous réinfecte dans 6 mois, dans 2 ans. Donc, ça va prendre le même temps au macrophage pour manger une bactérie, même s'il l'a déjà vu auparavant. Tandis que pour l'immunité adaptative ou l'immunité acquise, donc ça c'est la troisième ligne de défense, là-dedans la réponse elle est spécifique et elle entraîne une mémoire. D'accord? Donc par exemple, meilleur exemple que je vais vous donner, c'est lorsqu'on administre un vaccin. Un vaccin, c'est exactement cette immunité-là qu'on veut stimuler, l'immunité acquise. On veut que les cellules B et les lymphocytes T développent une mémoire. Donc, lorsqu'on vous donne le vaccin, ce n'est pas le vrai virus, ou du moins c'est un virus qui est atténué, qui a été, ou des protéines qui ont été produites en laboratoire. Donc, on vous donne ça. Votre corps les voit, les reconnaît. Et par la suite, s'il les revoit, ou s'il revoit le vrai virus, la vraie bactérie dans 1 an, 2 ans, 3 ans, bien, parce qu'on a des cellules mémoire, la réponse immunitaire, au lieu de prendre 2 semaines à se développer, en dedans de 24 heures, on va répondre rapidement et on va éviter à la personne de développer les symptômes liés à la maladie
qui aurait été causée par le virus ou la bactérie qui l'a infecté. Donc, je reviens sur la première ligne de défense. Okay? Donc, si on voit un petit peu ici là, une couche, les couches de la peau. Donc, on a ici la couche kératinisée, okay, avec l'épithélium qui est en dessous. Donc, la couche kératinisée, somme toute, c'est des cellules mortes, okay, qui sont remplies de la protéine kératine, d'où le nom. Donc, normalement, une peau saine, en santé, qui n'est pas coupée, brisée ou quoi que ce soit, va être une bonne forme de défense contre les micro-organismes. Cependant, il y a quand même quelques points faibles. Okay? Si on voit par exemple ici, donc on a les poils, donc ça fait une petite porte d'entrée pour les micro-organismes. On peut avoir des glandes sébacées, on peut avoir des glandes sudoripores, donc ce sont des environnements où les bactéries, par exemple, pourraient entrer. Okay? Puis on peut s'imaginer déjà, par exemple, pour les personnes surtout les adolescents, qui ont de l'acné, okay? Donc si la bactérie entre par une glande sébacée, va se nourrir du sébum, ben, ça pourrait entraîner des problèmes en ce sens-là. Même principe, okay, quand je parle de la peau, l'humidité va avoir un rôle à jouer aussi sur l'efficacité de cette peau-là. Donc, l'humidité, si on peut penser par exemple à des patients qui seraient alités sur une longue période, toujours dans la même position, ben, l'humidité se forme entre, par exemple, leur peau et le lit ou les draps du lit. Ça crée de l'humidité et ça va attaquer la peau et à ce moment-là, ça fait un environnement propice au développement de bactéries ou autres micro-organismes. Niveau de l'humidité, pensez à quelque chose, quand vous portez des chaussures, par exemple des chaussures en cuir ou des chaussures de sport dans lesquelles vous suez beaucoup, ben, l'humidité qui est présente, souvent quand vous allez retirer vos chaussures, retirer vos bas, ça se peut que ça sente mauvais. Ben, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez donner aux micro-organismes, aux bactéries dans ce cas-ci souvent, un environnement propice pour qu'elles se développent. Ensuite, d'autres facteurs physiques, donc juste pleurer, ça nettoie les yeux, ça enlève des bactéries, salive, même principe, le mucus au niveau des voies digestives, des voies respiratoires, et l'urine, j'en ai glissé un mot tantôt. Et l'autre, les cils, on les voit ici. Okay? Donc les cils, par exemple, qu'il y a dans les voies respiratoires, donc poussière, pollen, micro-organismes, mycètes, okay, se déposent là-dessus et les cils vont vibrer, vont repousser ces poussières-là, ces bactéries-là, ces mycètes-là vers l'extérieur. Des facteurs chimiques qui devraient nous aider aussi, donc on parle du sébum qui est là pour, on va dire, donner une certaine élasticité à la peau, la garder hydratée, donc ça fait une espèce de couche de gras un petit peu à la surface de la peau. C'est une bonne chose, théoriquement, mais il y a certaines bactéries qui tolèrent la présence de sel et de sébum et qui vont justement en profiter pour créer l'acné. J'en ai glissé un mot il y a quelques instants. Donc, à l'adolescence, on sécrète beaucoup de sébum et les bactéries, s'il y en a, vont aller se nourrir de ce sébum-là, vont boucher les pores de la peau aussi et créer des points noirs, des boutons, etc. Lysozyme dans les larmes, dans la salive, donc des protéines qui s'attaquent surtout aux bactéries Gram+. Et pourquoi? Ben, c'est parce que ça détruit le peptidoglycane. Et si on se rappelle, le peptidoglycane est en plus grande quantité chez les bactéries Gram+, et il est à l'extérieur aussi, tandis que chez les bactéries Gram-, le peptidoglycane est caché entre deux membranes faites de phospholipides. Autre facteur chimique dans votre estomac, pH extrêmement acide. Okay? Donc cette acidité-là, normalement, devrait tuer une bonne partie des micro-organismes que vous ingérez, mais certaines bactéries très rares pourraient survivre à cette acidité-là. Donc, entre autres, Helicobacter pylori, qui est une bactérie qui tolère bien l'acidité stomacale, et cette bactérie-là va causer ou peut causer des ulcères d'estomac. L'effet barrière de la microflore normale, okay? Donc, E. coli, c'est souvent un exemple qui vient en tête, okay? Parce qu'elle est présente, mais ce n'est pas la bactérie qui est la plus présente dans votre gros intestin. Il y a une panoplie de micro-organismes différents. Il y a des clostridiums, des lactobacilles, il y a plein de choses qui se passent dans votre gros intestin. Okay? Mais quand il y a un équilibre parmi tous ces micro-organismes-là, ben, ça vous protège des micro-organismes pathogènes, comme la salmonelle, la shigelle, certains types de E. coli aussi, parce qu'elles ne sont pas toutes gentilles, les E. coli. Okay? Donc, normalement, on est correct. L'effet barrière aussi, okay, au niveau vaginal, donc il y a des micro-organismes qui s'y retrouvent naturellement, mais
Parfois, ok, il peut y avoir, bon, ça peut être la grossesse, prise de médicaments, d'antibiotiques, un stress ou quoi que ce soit qui va venir perturber cet équilibre-là au niveau des micro-organismes et on pourrait, par exemple, voir certains types d'infections, infections en levure, infections bactériennes, etc. Ensuite, dans la deuxième ligne de défense, on va aller voir quelles sont les cellules qui sont importantes dans la réponse immunitaire innée. On commence, puis je vais les présenter, je vais dire leur rôle, mais je vais aussi vous montrer de quoi elles ont l'air au microscope. OK? Donc, juste avec l'image que l'on voit ici, donc les petits morceaux que vous voyez, bon, on voit des plaquettes, fameuses plaquettes sanguines, qui, oui, servent à la coagulation, mais elles servent aussi dans la réponse immunitaire. Mais ce qu'on voit d'autre, donc les globules rouges, et ce que vous voyez au centre ici, donc on a une cellule avec un noyau qui a une forme un petit peu de haricot. Donc, cette cellule-là serait un monocyte. Okay? Éventuellement, le monocyte devient un macrophage ou un macrophagocyte. Donc, ce sont des cellules, celle-là ici, okay, qui vont procéder à la phagocytose. Donc, dès qu'elles voient quelque chose d'étranger à votre corps ou des résidus de cellules détruites ou nécrosées, donc elles vont les manger. Donc, monocyte, macrophage. Le macrophage, c'est un phagocyte. Il mange des micro-organismes, quelque chose d'étranger ou de nuisible. Les neutrophiles, donc on le voit ici, et regardez ce qui est particulier avec le neutrophile, c'est qu'il a un noyau multilobé. Ça donne l'impression qu'il a 3 noyaux, mais nos cellules en ont qu'un seul, okay, généralement du moins. Quand je dis généralement, c'est parce que les cellules musculaires qui fusionnent peuvent avoir plusieurs noyaux. Okay? Mais ici, c'est vraiment une cellule qui a un noyau, mais qui est multilobé. On voit aussi des petits granules. Les neutrophiles, ce sont aussi des phagocytes. Okay? Ce sont les premières cellules qui arrivent au site de l'infection. Je vais expliquer comment et pourquoi plus tard, okay? Mais c'est quand même un phénomène intéressant à comprendre. Celle-là ici, normalement, ces cellules-là, les éosinophiles, vous n'en avez pas beaucoup dans votre sang. Vous n'en avez pas beaucoup si vous n'avez pas d'infection par des vers. Pourquoi? Parce que les éosinophiles, on va en produire plus lorsqu'on a une infection, entre autres par des gros parasites, donc, exemple, les vers. Particularité de ces cellules-là, elles sont pleines de granules, ce sont des granulocytes, okay? Donc les éosinophiles. On voit plein de petits granules rouges et on voit aussi bon, le noyau multilobé, disons, de couleur plus bleutée. Normalement, donc dans une réponse immunitaire normale, ces cellules-là vont libérer le contenu de leurs granules, qui est rempli d'enzymes et d'un contenu acide. Okay? Et à ce moment-là, en s'attaquant aux gros parasites, comme les vers, ben on va les attaquer et ça va les détruire. Okay? Ça va les maganer un petit peu et ils vont finir par être détruits en plus petits morceaux. Parce qu'imaginez un macrophage qui se présenterait à côté d'un ver, il ne peut pas faire grand-chose de macrophage, il ne pourra pas le phagocyter. Tandis que si on s'attaque aux gros parasites de façon, on va dire, chimique, et que ça les détruit, bien éventuellement, peut-être que les macrophages pourraient manger les morceaux qui restent. Ensuite, les basophiles. Okay, regardez, c'est un petit peu le même type de cellule, mais sauf qu'ici, juste avec le nom, c'est basophile, donc le contenu des granules est basique. Donc, basophile plein de granules bleues. Okay? Ces cellules-là vont être beaucoup plus impliquées dans la réponse inflammatoire. Ces cellules-là, si elles libèrent le contenu de leurs granules, ça va créer beaucoup d'inflammation. Donc, on va les voir malheureusement jouer leur rôle lors des allergies. Okay? C'est possible. Parlant d'allergie, il y en a une autre okay, qui nous intéresse, ce sont les mastocytes. Puis là, ici, sur toute l'image, ce sont tous des mastocytes. Okay? Donc, on a une grosse cellule avec plein de granules. Et dans les granules de cette cellule-là, il y a une substance que vous connaissez qui est l'histamine. Donc, quand vous avez pensez à une réaction allergique, là. Okay? Moi, par exemple, je suis allergique aux chats. Je rentre chez quelqu'un qui a des chats, puis sans même voir le chat, je vais savoir qu'il y en a. Parce qu'il va y avoir des particules que je vais inhaler, particules sur lesquelles il y a des protéines allergènes pour moi. Okay? Puis en passant, l'allergie au chat, ce n'est pas le poil, mais bien une protéine qui est dans la salive du chat. Puis oui, le chat, s'il se lèche, il va déposer cette protéine-là sur son pelage. Donc, si je suis en contact avec le poil, je pourrais avoir une réaction allergique. Mais bref. Donc, cet allergène-là entre en moi. L'allergène va être capté par un anticorps qu'on appelle l'IgE. On y reviendra plus tard. Et le mastocyte va reconnaître l'IgE avec l'allergène. Et à ce moment-là, va commencer à libérer son contenu, donc, ou le contenu de ses granules, et libérer de l'histamine. Puis là, réfléchissez une seconde. Quel type de médicament vous allez acheter quand vous avez des allergies?
vous achetez des antihistaminiques. Donc, on veut bloquer cette réaction-là. OK? Pourquoi on fait une réaction comme celle-là? À la base, normalement, l'histamine qui est libérée par les mastocytes ou les basophiles jusqu'à un certain point, c'est pour attirer les autres cellules immunitaires. Parce que si elles ont détecté quelque chose d'étranger, elles doivent appeler les autres cellules immunitaires pour qu'elles viennent prêter main forte. Ce qui est problématique ici, c'est que ces cellules-là, souvent, et les IgE qui sont impliqués s'ennuient parce qu'on n'a pas beaucoup d'allergènes ou on fait attention beaucoup à ce que l'on mange, à ce que l'on boit. Donc, nos cellules n'ont pas attaqué de gros parasites ou de vers ou quoi que ce soit. Bref, nos cellules s'ennuient, on s'attaque à plein d'allergènes. Donc, l'autre cellule dont je veux parler, ce sont les cellules NK. Que veut dire NK? Ce sont des Natural Killers, littéralement. Donc, ce sont des cellules tueuses. Ces cellules-là vont être très efficaces pour éliminer des cellules, par exemple, qui sont tumorales dans votre corps, okay? Ou tuer tout ce qui pourrait sembler, par exemple, être une cellule anormale. Okay? Par exemple, une cellule qui aurait été infectée par un virus, puis le virus se cache à l'intérieur, donc la NK pourrait détecter ça et l'attaquer. Les NK, okay, juste visuellement comme ça, vont ressembler à une cellule comme celle-là. Donc, un noyau qui prend une bonne partie de l'espace dans la cellule. Vite comme ça, okay, ces cellules-là, je pourrais aussi dire que ce sont des cellules T ou des cellules B de la réponse spécifique. Pour les identifier avec précision, ça prend souvent un marqueur fluorescent, mais pour le bien du cours présentement, là, vous pouvez imaginer que ça va ressembler un petit peu à ça ici. Donc voilà pour ça. Juste montrer l'action ici, on voit un macrophage. Les petits bâtonnets verts que vous voyez, ce sont des bactéries de type Yersinia pestis. Donc oui, la bactérie qui cause la peste. On a marqué les bactéries avec un anticorps marqué avec un fluorochrome. Okay? Dans ce cas-ci, la GFP. Donc la protéine verte fluorescente en français. Donc ce que l'on voit, okay, le macrophage capte les bactéries, va faire la phagocytose. Donc, les bactéries se trouvent à l'intérieur et regardez, okay, la couleur rapidement là, va commencer à diminuer. L'intensité de la luminosité va diminuer. Donc, ça veut dire que la bactérie est dégradée, détruite à l'intérieur du macrophage. Est-ce que les bactéries se laissent faire? Ben non. Okay, il y a des bactéries qui vont résister au processus de phagocytose. Certaines bactéries comme Streptococcus pneumoniae, vont avoir une capsule. Donc, cette capsule-là va empêcher le macrophage de bien se fixer sur la bactérie, donc de la phagocyter. Il y a Bacillus anthracis aussi, la bactérie qui cause l'anthrax, qui va avoir une capsule. Il y a des staphylocoques, okay, des actinomycètes qui vont littéralement tuer les phagocytes. Il y a certaines enzymes, comme la leucocidine. Donc, c'est une enzyme qui va s'attaquer au lysosome dans le macrophage. Le lysosome, c'est une espèce de petit broyeur que le macrophage utilise pour digérer ce qu'il mange. Donc, la leucocidine va être produite par des streptocoques et des staphylocoques et va empêcher le macrophage, dans le fond, de digérer la bactérie. D'autres micro-organismes, on parle du virus du VIH, les bactéries de la chlamydia, de la tuberculose, puis les protozoaires de la leishmania et du paludisme. Donc, eux vont se faire phagocyter, mais ne seront pas digérés. Donc, littéralement, ils vont se cacher dans les macrophages. Imaginez, c'est comme si un criminel décidait de se cacher dans un poste de police. Okay? C'est comme la dernière place où on devrait chercher, c'est là-dedans. Ben, ces micro-organismes-là ont trouvé une bonne cachette. Ils se cachent dans les phagocytes. Dans la deuxième ligne de défense, on a le principe d'inflammation aussi. Donc, sur l'image que vous voyez ici, donc j'ai mon site d'inflammation. Imaginez une blessure, une infection. Je sais pas, moi, je me suis coupé en préparant le souper avec un couteau qui était peut-être souillé par une bactérie de la salmonelle. On va dire que je préparais du poulet. Donc, la blessure est ici. Les cellules qui ont été détruites vont libérer des substances chimiques, okay, des médiateurs de l'inflammation. Et ce que l'on voit ici, donc, ce serait des vaisseaux sanguins. Donc, imaginons que les cellules immunitaires circulent ici, par le sang. On a l'épithélium, okay, du tissu qui est ici. Quand il y a blessure, donc il y a des messagers
chimiques qui vont être libérées et qui vont aller agir sur ces cellules-là. Les cellules épithéliales qui sont ici vont exprimer, en réponse au signal qu'elles vont recevoir, des protéines qu'on appelle les sélectines. Les sélectines, là, imaginez que, par exemple, les cellules qui sont ici produiraient des petits hameçons. À quoi ça sert un hameçon? Ben, ça sert à attraper un poisson. Mais là, le poisson qu'on veut attraper, c'est les cellules immunitaires. Parce que là, les cellules immunitaires, elles circulent dans votre sang, elles circulent sans arrêt. Okay? Il n'y a personne qui leur dit quand elles doivent s'arrêter. Mais quand elles vont reconnaître les petits hameçons qui ont été produits ici, donc les protéines sélectines, elles vont être ralenties, puis elles vont s'arrêter et elles vont traverser l'épithélium par un phénomène qu'on appelle la diapédèse. Et là, elles vont se rendre au site d'inflammation pour aller voir ce qui se passe et faire le ménage. Y a-t-il des bactéries? Y a-t-il des virus? Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Okay? Donc, blessure, infection, on sécrète des messagers chimiques. Les messagers viennent agir sur l'épithélium sanguin, dans ce cas-ci de la vénule. Des cellules immunitaires vont s'arrêter, donc neutrophile en premier. Ça, c'est la petite ligne que vous pouvez remplir là, ici. Ensuite, les monocytes, donc macrophages, qui vont suivre avec les lymphocytes en dernier. Okay? Donc, cet ordre-là est important. On veut des phagocytes en premier, puis les lymphocytes en dernier, parce que les phagocytes vont avoir un rôle à jouer dans la stimulation des lymphocytes. On reviendra là-dessus plus tard. Donc, j'ai mes cellules qui s'arrêtent, sortent par diapédèse, mais là, il faut que quelqu'un leur dise le chemin. Okay? Et là, du site inflammatoire, il y a des molécules aussi qui vont être activées, qu'on appelle les protéines du complément. En fait, c'est la protéine C5 ou la protéine C3. Ces deux protéines-là vont se scinder en deux morceaux. Et les protéines ou les morceaux C5A et C3A vont servir de chemin, okay? Ou de ce qu'on appelle de médiateur chimiotactique. Donc, du chimiotactisme, c'est quoi? Imaginons que moi, je rentre à la maison, puis j'ai la cuisine d'un côté, puis la salle de bain de l'autre. Chimiotactisme, je pense à mon nez. Okay? Je rentre dans la maison, puis il y a une belle odeur de pain qui vient d'être cuit, qui vient de la cuisine. Donc, je vais suivre l'odeur, puis je vais me diriger vers la bonne odeur. Normalement, c'est ce qu'on fait. Okay? Donc, ici, imaginons que moi, je suis le macrophage. Donc, le macrophage va suivre la bonne odeur, donc qui a été créée par la protéine C5A, et va suivre le chemin jusqu'au site de l'inflammation. Ici, c'est une autre image qui présente un petit peu le même principe. Donc, dans ce cas-ci, la personne s'est blessée avec une épingle ou quoi que ce soit, une petite aiguille. Okay? Donc, on voit les bactéries ou micro-organismes qui entrent dans la plaie. Les messagers chimiques vont aller agir au niveau du capillaire sanguin ici. Les cellules vont sortir par diapédèse, vont suivre le chemin par chimiotactisme, vont aller manger les bactéries pendant que la plaie se referme avec plaquettes et autres cellules là, qui vont faire le ménage et ramener la situation à la normale. Application clinique, okay, des molécules inflammatoires présentes dans votre sang, okay, ou ailleurs. La protéine C-réactive. Vous avez peut-être déjà fait des tests pour des patients, patientes avec ça. Okay? Donc, quelqu'un qui aurait beaucoup de problèmes inflammatoires, okay, son foie va produire la protéine C-réactive et cette protéine-là, on peut la doser. Donc, on prend un échantillon sanguin et on la dose. Si c'est au-dessus de la normale, bien à ce moment-là, on peut présumer que la personne a une maladie inflammatoire qui pourrait être bien des choses. Pourrait être de l'arthrite, entre autres. L'autre protéine, la calprotéine fécale ou la protéine CF, okay, donc celle-là okay, va être produite beaucoup au niveau de l'intestin. Donc, c'est les macrophages, les neutrophiles qui ont un rôle important à jouer là-dedans. Cette protéine-là va être produite par les neutrophiles, puis oui, un peu les macrophages. Là. Et on va la doser, celle-là, mais pas à partir du sang, mais bien à partir des matières fécales. Donc, on doit collecter un échantillon de sel. Okay? À partir de là, on va faire une détection par plaque ELISA, là, par de l'immunomarquage. Okay? Et à ce moment-là, on peut déceler si la personne elle a trop de cette protéine inflammatoire-là. Donc, si on a une très forte concentration, donc il y a de fortes chances que la personne ait un trouble inflammatoire au niveau digestif, cœliaque ou quoi que ce soit.
Encore une fois, dans la deuxième ligne de défense, je vais passer plus rapidement là-dessus. Donc, la fièvre. Ok, la fièvre, c'est quelque chose qui est naturel. Notre corps réagit à certaines bactéries. Entre autres, si vous êtes infecté par des bactéries de type Gram-, dans leur membrane externe, on va retrouver une substance qu'on appelle les LPS. Si la bactérie meurt, elle va libérer dans ce LPS-là une structure qu'on appelle le lipide A. Le lipide A, c'est une molécule qui va aller réagir avec vos macrophages, qui va provoquer la libération de certaines substances. On va aller agir au niveau de l'hypothalamus et ça va entraîner une augmentation de la température corporelle pour justement lutter contre cette infection-là. Okay? Donc, on veut normalement et on souhaite avoir une réaction comme celle-là. C'est sûr qu'il y a certains virus aussi qui peuvent entraîner de la fièvre, pas toujours quelque chose qui est souhaité, par exemple la grippe, puis même la COVID, le coronavirus qui cause la COVID peut entraîner de la fièvre aussi. Le complément. Okay? Ça, c'est particulier. C'est vraiment une collection de protéines. Okay? Imaginez, vous avez plein de morceaux okay, qui composent le complément. Ces morceaux-là circulent dans votre sang indépendamment les uns des autres. Mais lorsqu'une bactérie est présente, okay, ces protéines-là vont s'assembler okay, et littéralement faire des trous dans la bactérie. Okay? On va voir qu'il y a 3 rôles différents au complément. Okay? Mais la lyse, L-Y-S-E, donc la destruction des bactéries, en est un important. Il y a quelque chose d'important aussi avec le complément, c'est que s'il vous manque une seule de cette collection de protéines-là, on va dire de la trentaine de protéines, ben, la cascade pourrait ne pas se faire correctement et vous seriez beaucoup plus susceptible aux infections bactériennes que quelqu'un qui a toute la collection. Si je peux faire peut-être une comparaison un petit peu boiteuse, là, par exemple, quelqu'un qui est hémophile, ben, souvent il leur manque seulement une des protéines de la cascade pour provoquer la coagulation. Mais pour le complément, c'est le même principe. S'il te manque une ou deux protéines, la cascade ne pourra pas être complétée et à ce moment-là, les bactéries ne seront pas attaquées aussi efficacement. Donc, quelqu'un qui naîtrait okay, avec une génétique qui limite la production d'un complément complet, okay, cette personne-là va être plus susceptible aux infections bactériennes. Donc, mes 3 rôles, okay, puis je vais vous dire quelles sont les protéines qui sont impliquées dans chacune. Quand on parle de la lyse, donc toutes les protéines du complément sont impliquées ici. Okay? Ce qu'on appelle la forme classique du complément. Là où, donc les protéines, je vais vous montrer une autre image vite. On voit ici, donc il y a des anticorps qui se fixent sur la bactérie. Donc ça ici, c'est la membrane bactérienne. Les anticorps vont s'y coller. Okay? C'est ce qu'on appelle la forme classique du complément. Et là, il y a les protéines du complément qui vont venir s'assembler. Okay? Donc la trentaine de protéines dans une cascade beaucoup plus complexe que l'image que l'on voit ici. Mais ultimement, les protéines qu'on appelle les protéines C9 okay, vont venir former un trou, okay, donc un pore, P-O-R-E, dans la membrane et la bactérie va mourir comme ça. Donc c'est ce qu'on appelle le CAM ou le complexe d'attaque membranaire. Donc dans ce cas-ci, on a entraîné la lyse, la destruction de la bactérie. Autre truc utile du complément, c'est le chimiotactisme. Chimiotactisme, si vous vous rappelez, on en a parlé ici. Okay? Donc, les protéines C5 et C3 vont permettre aux cellules qui sortent du sang de suivre le chemin, donc par chimiotactisme, okay? Et se rendre au site inflammatoire. Donc, ça, ce sont les protéines C3A et C5A. Pour ce qui est de l'opsonisation, dans le fond, c'est des molécules du complément encore, donc la C3B ou la C5B. Donc, vous voyez, la protéine C3 et C5, lorsqu'elles se brisent en deux, il y a un morceau qui sert au chimiotactisme et il y a l'autre morceau qui se colle sur la bactérie. Et en se collant sur la bactérie, ça favorise la reconnaissance de la bactérie par un macrophage. Donc le macrophage va être attiré par les bactéries sur lesquelles on retrouve ces protéines-là, C5A ou C5B ou C3B. Donc le macrophage va arriver ici. Donc, on le voit ici, là, on a une bactérie, par exemple, sur laquelle il n'y a pas de protéines du complément. Ici, les protéines du complément se sont fixées sur la bactérie et le macrophage va clairement avoir plus d'appétit pour ces bactéries-là. Okay? La comparaison que je fais souvent, c'est que si moi, par exemple, j'arrive dans un party avec des amis, puis il y a 2 pizzas. Okay? Il y a une pizza, c'est juste pepperoni fromage, puis l'autre pizza, c'est la meat lover avec plein de garnitures dessus. Les chances sont que je vais aller me garrocher okay,
sur les pas sur les bactéries, sur les pizzas qui a le plus de garniture. OK? Puis éventuellement, je vais finir par manger les bactéries sur lesquelles il n'y a rien. OK? Ou les pizzas. Je fais le lapsus 2 fois là. Donc, c'est sûr que je finirai par manger la pizza juste avec pepperoni fromage. Mais je vais être plus attiré par celle-ci. Donc, le macrophage, c'est le même principe. S'il voit une bactérie sur laquelle il y a des protéines C5b ou C3b, il va aller les manger en priorité et peut-être éventuellement finirait par manger les bactéries sur lesquelles il n'y a pas de protéines. Voilà. L'interféron, j'en ai glissé un mot tantôt, donc ce sont des molécules produites par des cellules infectées ou par des cellules immunitaires, particulièrement pour la lutte contre les virus. Okay? Donc on veut, par exemple, lutter contre une infection virale, un rhume, une grippe. On peut même injecter de l'interféron à un patient pour l'aider. Donc ce sont des molécules qui sont vraiment très bonnes pour ça. Par contre, okay, si moi, par exemple, j'ai une infection virale, une grippe, okay, donc mon système immunitaire s'oriente pour attaquer la grippe. Donc, je vais sécréter de l'interféron et je vais essayer d'éliminer le virus de la grippe. Mais là, ce que ça dit à mon système immunitaire, c'est que, OK, là, on se concentre sur les virus. Mais qu'est-ce qui arrive souvent à un patient qui a la grippe? Des surinfections. Okay? Infection pulmonaire par une bactérie, un streptocoque, une Klebsiella pneumoniae, ou peu importe. Okay? Donc, souvent, c'est le problème qui vient avec la grippe, c'est la surinfection. Donc, en ayant une infection virale, ça peut... oui, c'est bien que notre système immunitaire dise « Ok, j'ai un virus, je vais l'attaquer », mais en même temps, ça peut laisser le chemin à certaines bactéries pour qu'elles causent une surinfection. Donc, ça termine ce chapitre de l'immunité innée. Beaucoup de vocabulaire à acquérir, donc je vous invite à aller compléter votre document à ce sujet-là. Faire des petits tableaux de synthèse, okay, pour les différentes cellules, différentes composantes que l'on a vu aujourd'hui, et pour ceux et celles qui auraient un de ces 2 volumes-là. Donc, je vous suggère de lire le chapitre 10 du Fauché et le 14 du Tortorat. Donc, c'est tout pour le cours aujourd'hui. J'espère que vous avez appris un truc ou deux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Bonne fin de journée.